Bonjour. Merci d'être là avec nous, professeur des universités, spécialiste du Moyen-Orient et de l'islam contemporain, auteur, je le précise, de ce livre « Le bouleversement du monde ». Ça vient de paraître chez Plomb. Est-ce que l'on vit en direct ce matin un tournant dans cette guerre? Oui, bien sûr, puisque on se demandait si Israël allait passer la frontière, c'est-à-dire aller envoyer ses troupes au sud Liban. Ça a été fait. Ça a été fait dans un contexte qui est double. D'abord, pourquoi est-ce qu'Israël veut envoyer ses troupes au Liban? C'est pour sécuriser le retour des 60 000 Israéliens qui ont dû être évacués de chez eux. Mhm. Et pour Netanyahou, c'est un enjeu très important parce que le fait de renvoyer ces individus dans leur foyer alors qu'ils ont été déplacés, c'est probablement pour lui l'espoir que dans des élections futures, ils vont voter pour lui. Et Netanyahou est en train d'essayer de capitaliser aujourd'hui sur la destruction du Hezbollah et d'autre part sur le retour à la normale, si j'ose dire, pour les Israéliens déplacés, le fait qu'ils puissent sortir d'une certaine manière en vainqueur politique de l'opération militaire qu'il est en train de mener. Le problème, c'est que Israël a une expérience très amère de l'invasion du Liban. C'était 2006, En notamment. 2006, et où finalement, ils avaient perdu beaucoup de soldats. Et du reste, on appelait ça en arabe « Nasr min Allah », ce qui veut dire « victoire d'Allah », ce qui est un jeu de mots avec le nom du Nasrallah. défunt patron du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Et de ce fait, c'était extrêmement difficile à mener. Alors, il semble que la voie qui a été adoptée est une voie moyenne, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'occuper le terrain, parce que à partir du moment où on occupe le terrain, ça veut dire qu'il y a des opérations de harcèlement. Le Hezbollah, ce qu'il en reste, connaît parfaitement le terrain, mieux que les Israéliens, les caches, etc. C'est un peu comme, si vous voulez, l'opération héliportée qui a eu lieu dans le centre de la Syrie, à Masyaf, dans la zone ismaélienne, il y a 2 semaines, je crois, où ils sont allés détruire des caches, des lieux de fabrication de missiles, et sont repartis. Donc là, on voit, d'après la manière dont les choses se produisent, que c'est plutôt des opérations qui sont ponctuelles et qui ont été, je le signale, approuvées par les États-Unis. Lloyd Austin, le ministre de la Défense américain, a dit oui, d'accord, on comprend, il faut détruire les capacités offensives du Hezbollah qui empêcheraient les Israéliens de se réinstaller au nord. Donc voilà à peu près la logique militaire de cette opération et la logique politique ce matin. Ce que dit l'armée israélienne, elle parle de raid précis. La question, c'est incursion ou invasion ensuite. La question a été posée ce matin à l'ambassadeur d'Israël en France. C'était sur France Inter. Écoutez sa réponse. Nous n'avons pas du tout l'intention d'envahir le Liban, de refaire l'erreur qui avait été faite en 1982, ce qui s'est passé en 1982. L'idée, c'est vraiment de permettre, disons, de forcer le Hezbollah de ne plus être au bord de la frontière. Notre but est que cela soit la fin d'une année qui a été très difficile pour notre population et qui puisse permettre le retour de ces gens chez eux. Je ne sais pas si c'est une question d'heure ou de jour, mais certainement pas une question de mois. La question, c'est est-ce qu'Israël pourra se priver, puisque son but, c'est notamment de neutraliser le Hezbollah dans cette bande-là à la frontière, est-ce qu'elle pourra se priver d'une présence de longue durée? Oui, parce que je crois que c'est trop coûteux politiquement et militairement. Et également, il va falloir qu'Israël gère son image internationale. Les images que vous avez montrées tout à l'heure dans la cuisine de l'ONG World Kitchen indiquent qu'on a une catastrophe humanitaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde est parti du sud Liban. Donc, d'une certaine manière, disons, l'opération militaire est aisée parce qu'il y a peu de civils. C'est surtout ceux qui restent ne seraient que des combattants du Hezbollah. Oui, c'est ça. Mais le 1,5 million, d'après ce que disait cette dame, de réfugiés qui sont aujourd'hui à Beyrouth, qui se sont installés dans des lieux qui sont traditionnellement habités par d'autres communautés que les chiites, évidemment, vont faire monter les tensions intercommunautaires libanaises. Et quand est-ce que ces chiites pourront revenir dans le sud? Il y a aussi quelques chrétiens dans le sud du reste. Ça n'est pas clair. Or, là, c'est d'une certaine manière une responsabilité d'Israël qui est engagée
dans la déstabilisation du système libanais qui n'avait pas besoin de ça. Je reviens à ces combats en cours, combats entre l'armée israélienne et le Hezbollah. J'insiste, ce n'est pas l'armée libanaise qu'il y a en face de l'armée israélienne, c'est bien le Hezbollah. Le Hezbollah qui a été déstabilisé, qui a été attaqué ces dernières semaines, avec les beepers, les talkie-walkie qui ont explosé, avec la mort de Nasrallah. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui du Hezbollah? À quel point est-ce qu'il y a une capacité militaire forte en face de l'armée israélienne ce matin? Alors, c'est très difficile de le savoir, sauf si on est dans le commandement du Hezbollah. Il a été quand même extrêmement impacté. Ça, c'est indéniable. Non seulement avec la liquidation d'une grande partie de l'état-major, de son chef charismatique, qui est un coup au moral, si vous voulez, puisque Nasrallah était là depuis 32 ans. C'était à la fois le responsable de l'organisation, le chef suprême, et également une figure d'identification, quelqu'un qui, dans l'islam chiite, avait quasiment une dimension messianique. Et du reste, il y a un certain nombre de ses disciples ou de ses adeptes qui ont refusé de croire en sa mort, qui ont considéré que, comme c'est le cas dans la doctrine chiite, il s'était occulté comme le Messie, le Mahdi, et qu'il allait revenir pour remplir le monde de justice et de lumière après que les ténèbres et le malheur se sont abattus sur la communauté, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort, qui soudait la croyance, qui avait transformé les chiites du Liban, qui était la communauté la plus pauvre, la plus méprisée, et du coup qui avait eu beaucoup d'enfants aussi, ce qui explique qu'elle est devenue démocratiquement si forte, grâce au financement iranien, à l'armement iranien, au fond, en la communauté dominante. Or, aujourd'hui, ces coups très terribles qui ont été assénés sont en train de casser le moral, si vous voulez, et de transformer les choses. Simplement, il va falloir que les chiites libanais retrouvent leur place dans le système. Est-ce que ce sera toujours le Hezbollah qui va les contrôler? Parce que on présente le Hezbollah comme quelque chose qui faisait l'unanimité. Non. À l'intérieur du chiisme, son règne a été bâti sur la liquidation d'un certain nombre d'adversaires. Les chiites libanais étaient très présents, par exemple les organisations communistes ou d'extrême gauche libanaise. Tous ces gens ont été liquidés. Donc aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes qui va se mettre en place. Il est trop tôt pour tirer des plans sur la comète, mais en tout cas, la nécessité, c'est qu'une partie de la population qui est montée dans le nord doit pouvoir revenir dans ses territoires. Sinon, ça va créer une situation dramatique. Il y a eu les bombardements de ces dernières semaines, il y a eu les assassinats ciblés, notamment contre Nasrallah. Il y a maintenant, depuis ce matin, cette incursion israélienne et ces combats. Et l'Iran pendant ce temps-là, l'Iran dont tout le monde attend une éventuelle réplique, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que l'Iran est encore capable de réagir face à ce qui est en train de se passer? Moi, je ne le crois pas. L'analyse que je fais, c'est que, en fait, attaquer le Hezbollah, c'est également, et peut-être même surtout, pour Israël, attaquer l'Iran et annihiler sa capacité offensive. Parce que, contrairement au Hamas, qui est un parti sunnite, d'origine frère musulman, ancien, qui n'a pas été créé par l'Iran, mais qui a fait un accord avec l'Iran pour accroître ses capacités offensives contre Israël. Contrairement à Hamas, donc qui est un parti endogène, si j'ose dire, le Hezbollah est une création iranienne, fabriquée par les services iraniens, financée, etc. Et c'est un parti qui obéit à Téhéran, qui a été structuré comme tel pour protéger Téhéran. Pourquoi? Parce que si les Américains veulent attaquer, par exemple, les sites nucléaires à Natanz ou ailleurs en Iran, l'idée était que le Hezbollah puisse, avec son arsenal, tirer sur Israël. Et avant la razzia pogromiste du 7 octobre de l'année dernière, quand il y avait 10 morts en Israël, c'était une catastrophe nationale. Or, l'attaque du Hamas a changé complètement la donne, changé le paradigme. Il y a eu plus de 1200 morts, il y a eu des otages en quantité. Et du coup, maintenant, d'une certaine manière, l'armée israélienne, la stratégie israélienne est une stratégie de désinhibition. Et en attaquant le Hezbollah, ça expose l'Iran en première ligne, car le Hezbollah n'est plus là, si vous voulez, comme à la fois comme lance, fer de lance et comme bouclier. Or, le régime iranien, aujourd'hui, me semble extrêmement fragilisé.
Si vous regardez la succession de morts au très haut niveau, vous avez eu le président Raïssi, qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Je pense que ce qu'on peut dire pour le moment, c'est en tout cas que le temps était maussade dans cet échange avec le jeu de mots délibéré à ce moment-là, puisque Mossad, c'est-à-dire les services de renseignement israéliens. Peut-être. Voilà, le temps était Mossad. Voilà, disons ça comme ça. Merci d'alourdir un peu. Oui, j'appuie un peu. Mon jeu de mots, mais c'est la pédagogie aussi. clair, vous êtes très pédagogue, bien très bien. Et l'hélicoptère venait d'Azerbaïdjan, un pays voisin où les services israéliens sont extrêmement implantés et très présents. Mais néanmoins, tous les responsables avaient été mis dans un seul hélicoptère, un vieil hélicoptère Bell américain qui datait d'il y a une 50aine d'années. Un pays qui dit être une grande puissance nucléaire, si vous voulez, qui met tout son establishment politique dans un vieil hélico. Non. Ce qui induit peut-être qu'on a fait disparaître Raïssi, y compris qu'à l'intérieur du pouvoir iranien, un certain nombre de gens se sont dit ce fou sanguinaire qui va remplacer Khamenei, l'actuel guide, qui est octogénaire, qui a le cancer et qui est en très mauvaise santé, si on continue comme ça, on va dans le mur. Deuxième mort, très suspecte, celle de Ismaël Haniyeh, le jour de l'intronisation... Le numéro 1 du Hamas qui était présent à Téhéran, qui était présent en présent Iran. à Téhéran pour l'intronisation du nouveau président, du successeur de Raïssi, M. Pezeshkian, qui a été mis là, qui est un médecin, pour dire on veut se réconcilier avec l'Occident. Alors, il faut prendre ça avec mesure, mais néanmoins, l'autre ne disait pas ça. Raïssi disait il faut tuer tout le monde. Donc, il y a ce problème. Il est mort dans le bunker des gardiens de la Révolution. Il est dans sa chambre avec un explosif qui avait été mis sur sa table de nuit ou je ne sais où, dans sa chambre. Et ça, c'est quand même très préoccupant aussi pour la sécurité du régime. Parce que ça peut difficilement être simplement quelqu'un qui a été manipulé, qui a fait ça. Ça veut dire qu'une partie des gens qui étaient en charge de la sécurité du côté iranien ont fermé les yeux ou ont laissé faire. Ou ont aidé, oui. Et troisième élément, la mort de Nasrallah. Alors, il y a toutes sortes de théories qui circulent là-dessus. Je suis incapable de faire le partage. La dernière étant qu'il avait vu quelque temps avant quelqu'un venu d'Iran qui lui avait serré la main, qui lui avait mis une espèce de crème qui permettait d'être repéré. Voilà. Ensuite. Alors je suis incapable de vous dire si c'est vrai ou pas. La crème, je n'y connais rien. Mais qu'il ait vu un Iranien qui avait des intentions qui n'étaient pas du tout celles qu'il croyait, ça rentrerait assez bien dans ce schéma où vous avez aujourd'hui une partie de l'establishment iranien qui a fait son deuil de la République islamique. Un peu comme à la fin de l'URSS, vous aviez les gens qui entouraient Gorbatchev, qui ont fait le bilan suivant. Après la défaite de l'armée rouge en Afghanistan, qui a fui Kaboul le 15 février 89, il faut changer, sinon tout est foutu. Et ça a été la chute du mur de Berlin. Et donc ça, je crois que ce sont des enjeux qui sont sous-pesés aujourd'hui à Téhéran. Je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui, évidemment, qui va l'emporter, qui va le gérer, mais on voit bien les échos qu'on a de l'Iran aujourd'hui, c'est que le régime est faible. Et la population qui fuit Téhéran, enfin, tous les immigrés qui sont ici et qui ont de la famille là-bas, nous en donnent un écho extrêmement, extrêmement visible. Merci Gilles Kepel. Je rappelle le titre de votre livre, Le bouleversement du monde. C'est chez Plomb. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour décrypter ce qui est en train de se passer, ces combats en cours dans le sud du Liban.